Bonjour à tous, bienvenue sur Business 24 et merci de suivre Ecopresse, votre magazine d'information économique et financière décrypté par des journalistes et experts des questions économiques. L'année civile 2017 a été éprouvante pour la Côte d'Ivoire, mutinerie des soldats, revendication des fonctionnaires, chute du prix à l'international du cacao. La Côte d'Ivoire a traversé des périodes difficiles l'année dernière et son économie n'était pas en reste. Cependant, le dynamisme de son appareil économique a permis au pays de finir en beauté au deuxième semestre. Les estimations de sa croissance économique sont flatteurs. Quel bilan pour l'économie ivoirienne en 2017 et quelles sont les perspectives pour 2018? Nous en parlons avec Borja Kobri. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes journaliste à l'agence Ecofin. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir pour nous également. Je reçois aussi Youssouf Karis, bonjour. Bonjour. Vous êtes président directeur général de Pulsar Partners, un fonds d'investissement. Merci également d'avoir répondu à notre invitation. Ça me fait plaisir. Alors, chers téléspectateurs, je précise que nous évoquerons aussi le bilan de l'économie africaine qui se maintient malgré quelques soubresauts politiques. À tout de suite pour la première partie de cette émission. Alors, retour sur ce plateau pour la première partie de cette émission. Borja Kobri, comme nous l'indiquions tantôt, l'économie ivoirienne qui avait été éprouvée en début d'année, c'est finalement bien illustré. Les estimations de croissance économique des institutions financières internationales illustrent le dynamisme de l'économie africaine. Votre commentaire? De l'économie ivoirienne plutôt. Ce qu'il faut dire, c'est que il est vrai que dans le premier semestre, l'économie a été... La Côte d'Ivoire a vécu des soubresauts, surtout en ce qui concerne les mutineries. Les mutineries qui arrivent de janvier à juin 2017. La grève des fonctionnaires, voilà, qui réclamaient des arrêts de choix d'avancement. Voilà. Et tout cela a coïncidé avec une baisse assez drastique des cours du cacao qui constitue en fait la première ressource du pays. Voilà. Donc, il y avait de véritables inquiétudes en fait, qui pesaient sur l'économie ivoirienne. Mais avec la reprise, je peux dire en deuxième semestre, l'économie ivoirienne a montré en fait des signes de résilience en fait. Aujourd'hui, arriver à passer toutes ces difficultés-là en gardant le cap, en gardant un rythme soutenu de croissance, avec de bonnes perspectives également, ça montre en fait qu'on a une économie qui est assez résiliente, qui a des bases assez solides. Voilà. Donc, au niveau du bilan économique 2017, on peut dire que la Côte d'Ivoire s'en sort assez bien, de façon globale, même si sur certains aspects qui sont très importants en termes de réduction de la pauvreté, en termes d'emploi, voilà, il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Okay. Voilà. Ok, Youssouf Karis, comme Borja Kobri l'indiquait, l'économie ivoirienne avait des difficultés au départ, revendication des fonctionnaires, mutinerie des soldats et aussi chute du prix du cacao à l'international. Malgré cela, l'économie ivoirienne est estimée, la croissance économique ivoirienne est estimée à 8%, malgré les chocs extérieurs et intérieurs. Oui, vous savez, le cacao, contrairement à ce que le grand public, je pense, le cacao n'a qu'une incidence de 10% en théorie sur le PIB ivoirien. L'incidence du cacao, en fait, est surtout sur les recettes de l'État. Mais à l'époque, c'est vrai qu'à l'époque, il y a quelques années encore, l'agriculture avait une incidence très très forte sur la croissance du pays. Aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas parce que l'économie, ce qui est bien, l'économie ivoirienne, c'est de plus en plus diversifié. Il y a énormément d'autres secteurs qui progressent aussi vite que l'agriculture de rente notamment. Donc forcément, l'impact des cours sur l'économie ivoirienne est limité sur ce slot de 10% là, qui est la part du cacao, entre guillemets, dans l'économie ivoirienne. L'impact, ce qu'il faut retenir, c'est que l'impact de la chute des cours du cacao est surtout un impact aussi social. L'enjeu, il est aussi social parce qu'il y a énormément d'agriculteurs, de petits agriculteurs qui vivent de ces cultures de rente. Et forcément, dès lors qu'il y a une baisse de prix, ce qui a été le cas l'année dernière, et d'ailleurs l'État a dû revoir aussi les prix borchants à la baisse pour cette raison-là, l'impact, il est surtout social, sociétal. Une forte population qui est concernée. Effectivement. Donc c'est plus des problématiques de pauvreté, d'appauvrissement, plus que des problématiques macroéconomiques en réalité. Alors, je reste avec vous. Selon les institutions financières internationales, notamment la BAD, l'économie ivoirienne a été aussi portée par des investissements structurants et surtout par le secteur privé.
Oui, la croissance ivoirienne, c'est ce qui est à la fois bien et pas bien, c'est que la croissance ivoirienne, elle est mécanique aujourd'hui. Elle est mécanique parce qu'elle est dopée en grande partie par l'investissement public, de plus en plus par l'investissement privé, et ça c'est vrai qu'il faut le reconnaître. Le secteur privé investit de plus en plus dans l'économie, ce qui est bien, mais elle est mécanique surtout du fait des gros investissements structurants et structurels qui sont opérés par les pouvoirs publics. Et ça, c'est bien parce que ça permet de résoudre des problèmes de déficit infrastructurel. Les grandes voies, par exemple, vont avoir une incidence à la fois, c'est vrai, pour le grand public, mais surtout pour la capacité logistique des entreprises, pour leur capacité à commercer avec leurs pairs des autres régions, etc. etc. Donc l'impact de ce type d'investissement, c'est vrai, à court terme est mécanique sur la croissance, mais à long terme va avoir un impact global sur l'ensemble des acteurs de l'économie. Et c'est ça qu'il faut viser, et je pense que c'est aussi l'objectif de l'État. Maintenant, reste à prouver que le secteur privé ivoirien est capable de prendre le relais de l'investissement public. Aujourd'hui, ce n'est pas encore prouvé, mais on tend vers cette situation-là. Bon, Jacques Koubi, on est tous d'accord qu'aujourd'hui, on n'est plus à l'État-providence pour, n'est-ce pas, le financement de l'économie ou bien pour l'animation de l'économie. Le secteur privé prend de plus en plus de la place. Oui, comme Darius l'a dit, il prend de la place, mais encore, quoi qu'il en soit, on a encore un fort volet où c'est l'État qui investit en fortement. Parce que quand vous regardez depuis 2011, et puis bon, 2012 avec le lancement du PND, la première phase, et qui a de 2012 à 2015, avec une deuxième phase qui prend de 2016 à 2020, vous voyez qu'il y a un fort taux d'investissement public en fait. C'est vrai que, comme Akarius a dit, l'investissement privé est en train de prendre, en train de progresser. Il y a beaucoup d'IDE qui sont injectés dans le pays, ce qui est bien. Mais pour le moment, on est encore à un fort interventionnisme au niveau de l'économie par l'État de Côte d'Ivoire. Alors, avec vous... Juste sur cette question-là, moi, ce qui m'intéresse le plus, en réalité, c'est même pas forcément les IDE. Les IDE, c'est effectivement des capitaux étrangers. Comme son nom l'indique, c'est des capitaux étrangers qui rentrent. Mais il faut se méfier des IDE parce que, par exemple, aujourd'hui, on est dans un contexte où le dollar est censé remonter, les taux d'intérêt sont censés remonter à l'extérieur du continent. Donc, ces capitaux-là qui sont rentrés, ils ont vocation à repartir dès lors que les conditions en termes d'intérêt, en termes de rendement, seront meilleurs à l'extérieur du continent. Donc quand on a des IDE qui viennent doper la croissance d'un pays, parce qu'effectivement on a un contexte mondial qui le permet, si jamais la situation se retourne, mais forcément on a la situation inverse. C'est ce qui s'est passé au Nigeria et au Ghana par exemple. Il y a énormément de capitaux étrangers qui sont rentrés à l'époque où les conditions mondiales n'étaient pas bonnes, et le Ghana et le Nigeria se portaient très bien. Et aujourd'hui, il y a ce élan qui vient fragiliser, que ce soit monétairement ou économiquement, ces deux pays-là en question. C'est aussi le cas en partie de l'Afrique du Sud, même si l'Afrique du Sud a des problématiques structurelles. Mais la Côte d'Ivoire, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment en grande partie l'action des investisseurs privés locaux qui en fait vient véritablement contribuer à la croissance économique. Et ça, c'est plutôt salutaire. Oui. En fait, pour aller dans le sens de Carus, c'est pour dire que c'est vrai qu'il y a ce risque, mais ce risque de fuite de capitaux, il serait important si le secteur privé ivoirien ne connaît pas véritablement le relais. Voilà. À ce niveau, je pense que, comme il a dit, il y a un réveil. Il y a un réveil, parce que puis également aussi au niveau réglementaire, il y a certaines incitations qui ont été mises en œuvre dans le sens d'accorder une partie des marchés publics au PME local, c'est important. Mais le volet peut-être qui pourrait faire en sorte qu'on n'ait pas un secteur privé qui soit vraiment dynamique, c'est au niveau véritablement de l'environnement des affaires pour lequel il y a encore une série de réformes à mettre en œuvre. Et la première série de réformes passe par l'analyse fiscale qui a été fortement décriée. Et on va parler des perspectives. Pour l'instant, nous sommes au niveau du bilan. Au niveau du bilan, la BAD, la Banque africaine de développement, évoque aussi la bonne tenue de l'énergie et aussi la progression des chiffres au niveau de la consommation intérieure. Bon, Jacques Aubry. Oui, vous savez, il y a, c'est un effet post-crise. Hein. Voilà, pendant près de 10 ans, la Côte d'Ivoire a eu avec une crise, ce qui a eu un certain impact sur l'économie. Voilà, et il y a un effet post-crise, en fait, un effet de reprise. Et le dynamisme, en fait, de l'économie est accompagné par cette forte consommation-là. Également, la Côte d'Ivoire était un pays cosmopolite au niveau de l'UEMOA. Il faut compter avec ça, voilà, dans le sens de l'évolution de la consommation et puis également aussi une jeunesse un pays qui a une jeunesse assez forte,
également, et puis une classe moyenne qui est en train, au fur et à mesure, d'évoluer, même si, selon les dernières données de l'AFD, elle n'est pas encore à mesure de véritablement impulser en fait, la croissance économique, mais déjà... Pas une véritable classe moyenne capable voilà, de... Une classe moyenne acceptable et qui commence à avoir les moyens d'impulser d'impulser un dynamisme à la consommation. Mais bon, il y a encore des efforts à faire. Voilà. Youssouf Karouz, consommation intérieure. Oui, effectivement, il y a cette classe moyenne-là qui est, on peut dire que c'est une classe moyenne naissante qui effectivement contribue à la consommation, mais c'est aussi l'ensemble des acteurs qui ne sont pas forcément des personnes physiques qui contribuent aussi à la consommation, des personnes morales par exemple, qui contribuent à la consommation intérieure. Ce qui est intéressant, c'est que dès lors que vous avez une économie qui se diversifie de plus en plus, par exemple, on a vu effectivement après la sortie de crise tout un tas de micro-industries qui sont nées pour couvrir une offre en B2C, c'est-à-dire pas des offres d'entreprise, mais des offres de consommateurs. C'est le cas de l'huile de palme, par exemple. L'huile de palme ivoirienne, et je pense que c'est le cas de l'ensemble de la région, est quasiment pas exportée. Elle sert aux consommations locales. Donc, naturellement, la diversification aussi vient permettre d'accroître les possibilités de consommation parce que justement on a un panier de consommation qui est de plus en plus large, qui est de plus en plus étendu. Donc forcément les consommateurs y trouvant du choix et la classe moyenne effectivement progressant, tout cela contribue à une consommation intermédiaire qui progresse à une consommation qui progresse de plus en plus vite. Alors, on est tous d'accord qu'il y a eu quand même évolution, 8% de croissance économique, ce n'est pas négligeable, mais la question de la croissance inclusive demeure. Est-ce que dans les premières années, la croissance était portée par les infrastructures du secteur tertiaire, aussi industriel souvent, mais est-ce qu'aujourd'hui la population ressent cette croissance-là au fur et à mesure que ça reste un gros challenge, ça reste compliqué pour avoir une croissance. Vous savez, la croissance inclusive, c'est quelque chose qui... Je ne pense pas qu'il y ait des pays qui aient une recette tout à fait prête, si vous voulez, pour qu'on ait une croissance inclusive. La croissance, elle est d'abord mécanique. Ce qui apporte la croissance inclusive, c'est justement la manière dont on profite de la croissance. Vous savez, en théorie, alors si, bon, je ne vais pas vous ramener au cours d'économie, mais en théorie, la croissance, c'est de la richesse qui est créée. La richesse, elle est partagée entre le capital, et le capital humain et le capital financier. Forcément, il y a un moment donné où quand vous multipliez les années de croissance, ben, il y a une redistribution qui se fait naturellement. Donc soit cette redistribution, elle est véritablement en faveur du capital, des actions, donc des actionnaires, à ce moment-là... C'est ce qu'on constate peut-être. C'est potentiellement le cas, oui. En même temps, on est capitaliste ici. Donc jusqu'à preuve du contraire, ceux qui prennent le plus de risques sont les mieux rémunérés. C'est comme ça que la société capitaliste s'est fondée et perdure aujourd'hui, et ça va rester le cas. Ça, c'est des structures sociétales qui ne vont pas changer. Ça, il faut l'accepter. Les inégalités vont aller crescendo si, justement, on ne trouve pas un moyen de refondre la société en elle-même pour que, justement, les mécanismes de redistribution soient efficaces. Pour qu'ils soient efficaces, ça, c'est le rôle de l'État, effectivement, pour qu'ils soient efficaces, il faut que l'État mette en place des structures pour, par exemple, la santé, pour encadrer les salaires, pour encadrer l'éducation, pour favoriser, par exemple, l'équité, c'est-à-dire faire naître des pépites, entre guillemets, issues, par exemple, des classes les plus pauvres vers les classes les plus riches. Donc, tous ces mécanismes-là vont participer, justement, à aider à avoir une croissance de mieux en mieux redistribuée. Mais sans interventionnisme d'État dans un contexte purement capitaliste, forcément, la redistribution se fait en faveur de ceux qui prennent le risque financier, et jusqu'à preuve du contraire, ce sont les capitales et ce sont les capitaux. Ok, bon, Jacques Aubry, l'année 2017 a été marquée aussi en Côte d'Ivoire par des événements. On a eu l'organisation des Jeux de la francophonie, on a eu le sommet de l'Union africaine et l'Union européenne qui a été organisé, le 5e sommet a été organisé à Abidjan. Voilà, des événements majeurs. Est-ce que ces événements-là ont eu un impact, n'est-ce pas, sur l'activité économique? Oui, il faut le dire. Parce ont participé à la croissance aussi, oui, quelque part. Forcément, mais peut-être à bonne mesure, peut-être. Bon, dans une certaine mesure, hein, peut-être c'est assez mesuré, quoi qu'il en soit. Mais au niveau de l'image, ce sont des événements qui apportent qui apportent plus à l'image du pays, en fait. Quand vous allez au sommet de l'UA et le président sortant, l'exil sortant, Alpha Condé, dit devant toute la tribu, devant toute l'Afrique, que le sommet de l'UA a été mieux organisé à Abidjan que l'édition précédente, qu'on comprenait qu'en termes d'image pour le pays,
il y a forcément des retombées. Voilà. Mais au niveau de l'économie, je pense que c'est assez mesuré. Mais pour revenir à ce que... Les jeux de la francophonie? Oui, également. Voilà, également. La TikTok qui oui, mais ça a été... vous savez, depuis 7 ans, même au niveau des différents... Par exemple, la Coupe du Monde et consorts, depuis un certain moment, on estime que beaucoup de pays qui organisent perdent de bénéficier pas autant. Voilà, n'ont pas autant de retombées qu'ils espèrent, en fait. Donc, forcément, il faut comprendre qu'on n'est pas loin de là. En fait. Ça fait peur d'entendre ça, puisqu'on va organiser bientôt la Coupe d'Afrique des Nations en 2000. En fait, la Côte d'Ivoire organisera en 2021 la Coupe d'Afrique. C'est ce que l'expérience est en train de montrer. La plupart des pays qui ont organisé les plus grands événements ont eu des difficultés. N'ont pas forcément bénéficié à hauteur qu'ils espéraient des retombées. Voilà. À ce niveau même aujourd'hui, l'idée est de s'associer pour la Coupe du Monde. Alors, je vous laisse poursuivre. Voilà, donc, pour revenir à ce que Carlos disait en termes de croissance inclusive, en fait, c'est que, vous savez, ici, en Côte d'Ivoire, l'objectif c'était quoi de l'autorité? Pourquoi en fait on en parle constamment? C'est que lorsqu'on lançait le programme de développement, il était question de réduire de moitié la pauvreté jusqu'en 2020. De moitié, on était autour de 50-52% de taux de pauvreté en Côte d'Ivoire. Donc, on dit de moitié, c'est-à-dire qu'on devrait passer à 2020 à autour de 25%, je peux dire peut-être 30%. Voilà. Mais là, nous nous trouvons autour de 45%. Vous voyez que le recul a été faible. Voilà, il a été faible. Ça veut dire que si on malgré la croissance. Malgré la croissance, en fait. Cela montre véritablement qu'il y a un souci de redistribution. Il y a un souci, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Il y a beaucoup de facteurs. Mais je pense, comme Caris l'a dit, si il n'y a pas une intervention forte de l'État, et on laisse les acteurs comme ça se bouffer entre eux, forcément, c'est le capital financier qui va remporter. Et c'est ce qui se passe ici. Voilà. On a en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de discussions qui sont faites, mais dans les faits, il y a beaucoup de suffisances qui sont constatées. Voilà. Vous voyez, un des éléments les plus importants, c'est le niveau de la corruption. La Côte d'Ivoire, on a beau le dire, ici, il y a un niveau de corruption qui est encore endémique et qui ne peut pas permettre de redistribuer la richesse. Et ça se rencontre à tous les niveaux, tous les secteurs du pays, tous les secteurs de l'administration, et particulièrement au niveau de l'attribution des marchés publics. Les gens ne font que décrire ça seulement. Voilà. Et quand vous regardez comme ça, lorsqu'on ne peut pas attribuer des marchés publics de façon beaucoup plus je prends un exemple, beaucoup plus transparente, comprenez qu'il y aura forcément en amont des perditions, soit en termes de coûts d'exécution des travaux, soit en termes d'efficacité ou bien en termes de qualité des travaux, qui fait en sorte que peut-être on n'est pas obligé de venir refaire une route qui devait durer 15 ans, on n'est pas obligé de la refaire 5 ans après qu'elle a été réalisée. C'est ce qui se passe ici. Il y a également beaucoup d'autres choses. Par exemple, quand je prends en termes de décentralisation, on a une centralisation qui n'a pas été véritablement bien réalisée. C'est pas effective. Aujourd'hui, l'État ne consacre pas même 1% de son budget, qui n'ont pas véritablement de moyens. Qui ont seulement des budgets de fonctionnement, voilà, qui ne peuvent pas réaliser, qui sont proches des populations, mais qui ne peuvent pas véritablement faire des réalisations. Alors, selon vous, au niveau de la croissance inclusive, on devait donner assez de moyens à ces structures-là, développement local. En fait, il y a toute une série de mécanismes qu'il fallait mettre en œuvre. Parmi ces mécanismes, il y a la décentralisation, mais également aussi il y a la lutte contre la corruption. La corruption qui fait perdre à la Côte d'Ivoire 300 à 400 milliards par an, voilà. Selon l'inspecteur général, l'inspecteur de la police. L'inspecteur général de la police. Voilà. Également aussi, je pense en termes de création d'emplois, voilà, il faut qu'on puisse aller plus vite en termes en ce qui concerne la modernisation de notre système financier, en fait. Parce qu'il faut qu'aujourd'hui, on puisse sortir de ce système bancaire classique-là et offrir beaucoup plus de produits financiers qui sont beaucoup plus souples, pour permettre aux jeunes entrepreneurs d'avoir les moyens véritablement de pouvoir se lancer. Voilà, et créer des conditions, créer des cadres, créer des incubateurs, revoir au niveau du système d'éducation, voir comment c'est possible aujourd'hui au niveau des jeunes, au niveau de la formation, de les préparer à l'entrepreneuriat, tout ça. Il y a toute une série de mesures qu'il est important de prendre. Mais lorsqu'on se base seulement sur un indicateur macroéconomique comme on le fait actuellement, forcément, on va seulement regarder les chiffres, mais au fond, on va remarquer qu'il y a beaucoup d'inégalités, beaucoup d'insuffisances. Il faut faire attention aussi à une chose, je pense, c'est que une des problématiques, je pense, qui est vraiment centrale dans la question de redistribution des richesses, c'est surtout encadrer l'emploi et les conditions salariales. Ça, ce sont des problématiques qu'il faut aborder, pas forcément trop tôt, ni trop tard, effectivement, mais pas trop tôt. Parce que
Si aujourd'hui on essaie d'encadrer et faire en sorte que la croissance soit de plus en plus en faveur du salaire, en faveur du salarié, forcément, ça veut dire que quelque part, le capital a un manque à gagner. Ce qui risque de faire fuir certains investisseurs ou de ralentir certains investisseurs. Je pense qu'il y a une période pour tout. Par exemple, la Chine a passé une bonne quinzaine d'années à avoir une croissance à 2 chiffres avant que justement les salariés chinois commencent à se plaindre. Et effectivement, il a dû falloir rehausser les niveaux salariaux en Chine. Aujourd'hui, la capacité industrielle de la Chine se délocalise même vers certains pays africains, dont l'Éthiopie par exemple, qui est un bon exemple, qui a un niveau salarial qui est encore en dessous de celui moyen de la Chine. Moi, je pense qu'il y a des choses qui sont graduelles. Par exemple, pour un pays comme la Côte d'Ivoire, qui est encore très jeune en termes de performance économique, ça date de 2011, 2012. Pour moi, aujourd'hui, il faut laisser le secteur privé dans son ensemble performer, faire en sorte que les entreprises se développent et emploient. C'est la première chose. Parce qu'aujourd'hui, moi, je ne connais pas d'entrepreneurs qui n'ont pas envie d'employer s'ils ont de la production supplémentaire à faire, s'ils ont de l'argent en plus à gagner. Tout le monde a envie d'employer s'il a les capacités de se développer demain. Maintenant, une fois que l'emploi sera déjà de plus en plus résorbé, à ce moment-là, on pourra essayer d'encadrer de mieux en mieux les conditions salariales. Mais il faut que ça se fasse graduellement. Parce que si ça se fait brutalement, effectivement, ça va réduire l'initiative privée, ça va réduire l'initiative en termes d'investissement, et ça va faire justement le contre-coup de ce qu'on essaie de préparer pour 2020. Donc il faut faire attention à ça. Alors, je reste avec vous, Youssouf Kariste. Nous parlons du bilan. On parle maintenant des perspectives de 2018. La Côte d'Ivoire a eu quand même des acquis au niveau, par exemple, des fonds. On a eu le MCC, où la Côte d'Ivoire a quand même bénéficié de 525 millions de dollars. Le Premier ministre était aussi au niveau de l'Occident, où il a pu obtenir des eurobonds. Alors, comment est-ce que ces fonds-là peuvent aider la Côte d'Ivoire à pouvoir peut-être performer sur l'économie en 2018? Écoutez, ces levées de fonds-là aident déjà la Côte d'Ivoire, puisque effectivement, l'ensemble des gros projets infrastructurels sont financés par effectivement non seulement la dette, et c'est vrai en grande partie la dette et la manière dont l'État structure financièrement ce type de projet-là. Les eurobonds, c'est une bonne initiative parce que ça permet à l'État de s'endetter pour pas trop cher par rapport aux conditions du marché. Il y a quelques années encore, les conditions de marché sur les marchés occidentaux étaient quand même relativement intéressantes par rapport à ce que connaissaient les autres pays africains. Donc c'était le moment d'y aller. Le risque, c'est que effectivement, quand vous prenez des eurobonds, vous avez une dette qui n'est plus libellée en euros, qui est fortement libellée en dollars. Une partie en euros et souvent une grande partie en dollars. Donc naturellement, il faut que l'État ait les moyens d'assurer le service de cette dette-là. Pour la Côte d'Ivoire, par exemple, une des grosses rentrées de devises de la Côte d'Ivoire, c'est le cacao. Le cacao qui est vendu en devises à l'extérieur et sert à faire rentrer des devises étrangères dans les caisses de l'État qui lui permettent d'honorer le service de la dette. Parce que vous pouvez être tout à fait très riche en CFA et ne pas être en capacité de rembourser votre dette en dollars. En dollars. Voilà. Donc ça, c'est très important quand on a une dette en dollars et surtout quand on a des eurobonds, il faut s'acquitter de sa dette. Ce qui est compliqué, je pense, pour l'État aujourd'hui, c'est de veiller à ce que cette stratégie d'endettement-là ne vienne pas empiéter sur la croissance. Si vous voulez, plus vous endettez, en fait, plus vous avez un stock de dette qui est important et plus vous devez ponctionner dans votre économie pour ne pas avoir un stock de dette qui surpasse votre capacité. Aujourd'hui, c'est le cas de la Côte d'Ivoire, mais ce qui est intéressant, on a une forte croissance, donc forcément, les recettes publiques progressent aussi vite que le niveau d'endettement. Donc on a un niveau d'endettement qui, globalement, reste relativement stable, qui est autour de 40%. Officiellement, nous sommes à 48,1% en 31 décembre 2016, donc encore j'allais dire, non loin des normes internationales, oui, 49%. Ça reste un endettement qui est viable. Mais seulement, là où il faut faire attention, c'est qu'il faut faire attention que structurellement, la manière dont on finance l'action publique dans l'économie ivoirienne n'impacte pas le niveau de dette. Ce niveau de dette-là, il a progressé très rapidement. Oui, il a progressé très rapidement. En quelques années, de 33% voilà. À 48%. Il n'est pas alarmant et il est justifié parce qu'effectivement, on a besoin de réduire le déficit infrastructurel. Maintenant, il faut que structurellement, il ne devienne pas inquiétant.
C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'État se pose beaucoup de questions sur les finances publiques. On va y revenir probablement, Okay. mais il faut faire très attention à ce que structurellement, cet endettement-là reste relativement stable. Et je pense que les devises, l'endettement en devises, il faut faire attention, surtout que le dollar va monter et va continuer de monter. Une monnaie qui n'est pas stable. C'est une monnaie qui n'est pas... Voilà. Quand c'est l'euro, ça va parce qu'on a l'arrimage CFA-euro qui nous garantit une stabilité. Mais en dollars, vous pouvez avoir 100 euros de dette aujourd'hui qui demain se transforme en 130 euros. Voilà, donc il faut faire attention. Il y a une statistique qui me semble très intéressante, je ne vais pas me maintenir la parole, mais sur les 2 années dernières, on estime que l'ensemble des monnaies africaines a perdu quasiment 40% de sa valeur vis-à-vis du dollar. Donc ça veut dire que si vous avez de la dette en dollars, en fait, potentiellement, vous êtes 40%, mécaniquement, 40% plus endetté qu'il y a 2 ans. Voilà, c'est ce qui est inquiétant. Alors, bon, Jacques Oubli, au niveau du MCC, par exemple, la Côte d'Ivoire a bénéficié de 525 millions de dollars, ce qui fait environ 291 milliards de francs CFA. Alors, ce pacte programme du MCC-là renforcera la compétitivité de l'économie à l'aide d'investissements dans des secteurs quand même prioritaires tels que l'éducation, la formation professionnelle, quand même de bon augure pour l'économie ivoirienne aux prochaines années. Oui, mais en fait, ça, c'est dans le long terme, l'éducation. Bon, je peux dire dans le moyen. C'est pas dans l'immédiat, parce qu'il y a eu 3 secteurs. Il y a eu l'éducation, la formation professionnelle et le transport. Le transport. Je pense qu'aujourd'hui, les transports, peut-être c'est le secteur qui va rapidement bénéficier qui va faire en sorte que l'économie bénéficie rapidement de ces retombées-là. Voilà. Et bon, 500 millions de dollars, c'est bon pour l'économie, mais bon, c'est pas extraordinaire vu aujourd'hui le niveau de l'économie ivoirienne. Et pour revenir à ce que Caris disait tout à l'heure quand il parlait du niveau d'endettement, c'est ça qu'il faut le dire. C'est vrai, aujourd'hui, le niveau de la Côte d'Ivoire n'est pas extraordinaire. Hein. Quand on le rapporte au PIB, il est encore, comme il a dit, il est encore soutenable, il est encore bien en dessous d'un nombre communautaire qui est de 110%. Voilà. Mais tout à l'heure, Caris parlait d'emprunter en devise, en fait. Parce que pendant ces dernières années, on est allé beaucoup sur le marché international. C'est vrai que l'année passée, lorsqu'on a fait notre levée, on a mis notre rebond. On a eu des taux vraiment, un taux qui est autour de 6%, qui était vraiment attractif sur le marché, contrairement à d'autres pays qui ont levé autour de 9%, je crois, l'Angola, tout ça. Mais ça a montré en fait la confiance en l'économie. Mais aujourd'hui, je pense que nos autorités ont compris, comme il a dit, et sont plus orientées vers de levée de fonds en devise locale. Voilà. Parce que le budget 2018, il est autour de 6 000 milliards de francs CFA. Et les autorités ivoiriennes veulent le financer à hauteur de 80% en local, ce qui n'est pas forcément évident. Hein. Donc aujourd'hui, on est face à certaines réalités pour lesquelles il faut trouver des solutions. La première c'est au niveau de la capacité de mobilisation des ressources douanières et fiscales, ici. En interne. En interne, d'où ce que nous avons vu au niveau de l'année fiscale. L'année fiscale. Voilà. Parce que, voilà, c'est vrai que peut-être que ça a été mal appliqué, mais l'objectif c'était de pouvoir mobiliser beaucoup plus. Mais ce sur quoi les acteurs s'entendaient, c'était d'élargir l'assiette. Mais là, bon, on a l'impression que l'assiette n'a pas été élargie. C'est sur le secteur véritablement formel que la pression fiscale. Voilà que la pression fiscale a augmenté. Voilà, c'est vrai qu'on estime qu'elle est autour de 16%, ça n'a pas vraiment augmenté au niveau général, mais bon, le secteur formel estime qu'aujourd'hui, avec cette annexe-là, on a fortement pesé sur elle, ce qui peut avoir un impact négatif sur la croissance parce qu'en fait, c'est sur la productivité. D'un autre côté, au niveau du marché financier, on veut lever autour d'un peu plus de 1000 milliards sur le marché régional, ce qui n'est pas évident. Lorsque l'année passée, en 2016, on a levé autour de 800 milliards, levé autour de 1300 milliards, on a un gap de 500 milliards à gérer. Voilà, donc en fait, on est face à certaines réalités du terrain. On a un marché financier pour lequel il faut travailler pour qu'il soit beaucoup plus profond. Voilà, et on a du travail à faire au niveau local afin de pouvoir plus mobiliser. Okay. C'est un casse-tête chinois. Ce ne sera pas vraiment évident parce que quand vous regardez la levée de bouclier qu'il y a eu face à l'année fiscale, voilà, et pour 2018, la Côte d'Ivoire face à beaucoup de défis importants, parce qu'il faut pouvoir autant... On espère qu'il n'y aura pas de revendications des militaires et des fonctionnaires. Voilà. mais Youssouf Karius, on craint aussi par exemple, une évolution peut-être négative concernant le prix du cacao.
à l'international? C'est possible, ça reste possible. C'est aujourd'hui, enfin, je le disais d'ailleurs je pense sur d'autres antennes, le prix du cacao n'est plus véritablement indexé sur la capacité industrielle. En réalité, il y a énormément de spéculation et c'est la spéculation aujourd'hui qui drive les cours. Ça, c'est le danger. C'est le danger. Et c'est vrai que Alors, ce qui est intéressant en Côte d'Ivoire, c'est qu'on a un modèle de fixation des prix qui permet quand même d'amortir en partie et qui permet de décaler les impacts négatifs de la chute des cours sur les planteurs. Donc les impacts sociaux, ils sont quand même limités par le mécanisme qui est mis en place, bien qu'il soit critiqué, etc. Même si le fonds des réserves n'est pas... Voilà, bon, en tout cas, le mécanisme existant après, c'est pas dans l'intérêt forcément de l'État qu'il soit transparent dessus, parce que c'est des questions stratégiques. Si vous lancez des messages qui ne sont pas bons aux yeux des investisseurs, enfin, aux yeux de ceux qui investissent en bourse sur de la spéculation cacaoyère, forcément, vous allez impacter les cours mondiaux. Donc, il vaut mieux pour l'État ivoirien qu'il ne soit pas très communicant sur certaines questions, notamment sur les prévisions de production, parce que si effectivement vous êtes transparent vis-à-vis du monde sur les prévisions de production, vous allez encourager les logiques spéculatives. Donc il vaut mieux. Maintenant, effectivement, moi ce que j'ai critiqué à l'époque de la chute des cours il y a à peu près un an maintenant, c'est que justement le Conseil Café Cacao n'est pas communiqué pour réduire l'impact. Parce qu'en réalité, moi j'estime que les marchés financiers ont surréagi aux perspectives de production de la Côte d'Ivoire parce qu'il n'y avait pas de communication. En réalité, je pense que si le Conseil Café Cacao avait communiqué sur certaines choses à cette époque-là, l'impact mondial sur le cacao aurait été beaucoup moins violent, entre guillemets. C'est à l'État de décider, est-ce que stratégiquement, il a intérêt à communiquer sur certaines questions ou il n'a pas intérêt. Mais pour moi, il ne faut pas être complètement transparent stratégiquement, surtout quand vous êtes le premier producteur mondial, sur ce genre de denrées-là qui sont aussi stratégiques que sociales. Alors, on termine sur l'économie ivoirienne au niveau du secteur financier. Des réformes encore pour pouvoir permettre aux acteurs de pouvoir... Oui, il y a énormément de réformes qui sont d'ailleurs attendues mais depuis de nombreuses années en Côte d'Ivoire. Pour moi, le cadre réglementaire du secteur financier en Côte d'Ivoire, il est obsolète depuis très longtemps. Il y a quand même la volonté de l'État aujourd'hui. Il y a de la volonté. Le ministère de l'économie et des Finances. Oui, ça fait des années qu'il y a de la volonté. Maintenant, il faut rentrer dans l'action. Moi, un truc qui m'a choqué, je le dis et je le dis souvent, nous, quand on s'est incorporé à Maurice en tant que fonds d'investissement, moi, ça m'a choqué d'être obligé d'incorporer mon fonds d'investissement ailleurs qu'en Côte d'Ivoire. J'investis une grande partie de mes actifs en Côte d'Ivoire. Je ne comprends pas pourquoi la réglementation ivoirienne, en termes de capital investissement, ne me permet pas de faire de l'investissement direct ici. En réalité, il n'y a pas de loi véritable. Les seuls fonds d'investissement qui existent dans toute la région UEMOA, ce sont des OPCVM. Ce sont des OPCVM qui vous permettent d'investir en bourse. Les investisseurs qui ne sont pas désireux d'investir en bourse, qu'est-ce qu'ils font? C'est ça la question. C'est un vide juridique en fait. C'est un vide juridique. Il n'y a pas de texte qui permette d'encadrer l'investissement en dehors de la bourse, sachant qu'à la bourse, c'est vrai qu'elle se développe, elle est très dynamique, etc. Et c'est bien, mais vous avez le choix entre 43 actions et une centaine d'obligations, c'est tout. 44 maintenant, je crois. Voilà. Bon, Jacques Aubry, la réforme du secteur financier, une urgence? Oui, mais il y a une urgence. Moi, je pense qu'on en parle depuis, comme il a dit, on en parle depuis longtemps, mais bon, on ne voit pas les choses évoluer. Il y a eu, je crois, une direction qui a été mise en place spécialement pour ça. Mais bon, à part certaines réformes en termes de crédit bail, je crois, où il y a eu beaucoup de communication. Mais bon, le secteur financier, ce n'est pas seulement le crédit bail. Il y a toute une sorte de produits, de palette de produits financiers innovants qui peuvent permettre en fait, de financer l'économie. Comme il parlait tout à l'heure des fonds de private equity, il y a autour d'une trentaine qui opèrent en Côte d'Ivoire, mais qui sont pratiquement tous domiciliés ailleurs, pratiquement à Maurice. À Maurice. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a pas un cadre réglementaire qui soit attractif. Très loin d'ici. Au-delà même, en plus même de l'existence de ce cadre réglementaire-là, vous avez une situation où aujourd'hui, elles se retrouvent quelquefois dans des situations de double taxation. Exactement. Elles sont taxées ici, au niveau de la TVA, elles sont taxées. Voilà. Le régime. Donc, elles sont aujourd'hui dans des situations pas très gérables en fait. Alors que
elle peut permettre de générer des fonds qui sont très importants pour financer l'économie. Ça, c'est un volet. L'autre volet, quand on parle de produits financiers innovants, vous voyez, il y a une crise qui a secoué le pays en 2017 qui a été la crise de l'agrobusiness. L'agrobusiness, oui. Voilà, où on a vu des particuliers aller investir dans des structures, aller prendre des parts de structures pour d'investissement agricole. Vous voyez, ça fait ça, même si peut-être on peut polémiquer sur peut-être la régularité, peut-être du mécanisme, mais ça permet d'ouvrir quelque chose. Ça permet de montrer qu'aujourd'hui, il y a un véritable besoin en termes de gestion d'actifs. Les gens ont des moyens, même s'ils sont modiques, mais ils veulent pouvoir les mettre à disposition pour pouvoir les faire fructifier rapidement. Et ça, je pense que si on avait un cadre financier, un cadre réglementaire beaucoup plus adapté au niveau de la finance, on aurait pu mieux réglementer ces choses-là pour permettre d'augmenter nos capacités en termes de mobilisation de ressources intérieures. Aujourd'hui, vous voyez, il y a un casse-tête. Parce qu'aujourd'hui, on ne fait pas lever des fonds sur le marché international, on ne veut pas lever en devise, on veut lever en monnaie locale pour avoir une certaine stabilité. Voilà. Aujourd'hui, on se trouve face à ce casse-tête-là. On a un marché financier qui n'est pas aussi profond que cela. On ne peut pas lever des sommes relativement, vraiment qui sont à la mesure de ce que nous voulons. Et également aussi, on a une capacité faible en termes de mobilisation de ressources fiscales. Voilà. Et je pense que vous appelez l'État à pouvoir peut-être... Oui, en tout cas, la modernisation du secteur financier est, je pense, même en termes de création d'emplois, voilà, est nécessaire. Elle est impérieuse aujourd'hui si on veut parler. Il y a un truc aussi que moi j'aime bien faire remarquer aux gens, c'est que parce qu'on n'a pas l'habitude de le dire aussi, je pense on les appelle autrement. Ici, on est dans un environnement où il y a énormément de moi ce que j'appelle des micro-investisseurs. En fait, il y en a énormément et seulement ils ne sont pas structurés. Il n'y a aucun texte qui l'encadre. Et aujourd'hui, au niveau OHADA, par exemple, pour ce genre de micro-investisseurs, ce que j'appelle micro-investisseurs, c'est par exemple des grandes familles qui vont vous dire nous, on a reçu un cousin qui nous dit qu'il veut lancer tel business, on le finance, etc. En fait, il y a énormément d'initiatives de ce type-là. Et ça, c'est de l'investissement. Seulement, il n'y a aucun texte qui l'encadre. Au niveau OHADA, ils ont pris des dispositions depuis 2009 qui permettent de monter ce qu'on appelle des SAS, d'une forme juridique, c'est des SAS à capitaux variables. Alors l'innovation, c'est pas SAS, parce que SAS, ça existe depuis fort longtemps. L'innovation, c'est sur la possibilité de faire des capitaux variables. C'est-à-dire que les capitaux de votre société sont variables sans que forcément les statuts ne changent, soient revus par les notaires, etc. etc. Et ça permet de simuler, si vous voulez, un modèle de fonds d'investissement. C'est-à-dire que vous avez la capacité, par exemple, étant une SAS à capitaux variables, je peux prendre des actions chez M. Cobry, je peux prendre des actions chez vous, et puis faire varier mon capital en fonction de mes prises de participation, en fonction de mes sorties, etc. etc. Ce modèle a été adapté au niveau OHADA et mis en parallèle des exonérations fiscales qui permettent justement d'éviter, en tant qu'investisseur, d'être taxé 2 fois sur son dividende. Parce que si moi je prends des participations chez M. Cobry et qui me paye des dividendes, je subis je suis l'IRVM, l'impôt sur les valeurs mobilières. Moi, en redistribuant ces dividendes à mes actionnaires sous forme de dividendes aussi, je subis 2 fois la même taxe. Donc, ce dispositif-là existe depuis 2009, mais il n'a jamais été retranscrit dans les lois ivoiriennes. Il a été retranscrit en partie, je pense mal, au Sénégal, il me semble aussi au Togo, mais pas encore en Côte d'Ivoire. Peut-être dans les prochaines années. Alors, on va terminer, hein, on va mettre fin, n'est-ce pas, à ce premier thème-là, bilan de l'économie ivoirienne en 2017 et perspective en 2018. Alors, on retient que l'économie ivoirienne s'est bien portée pour cette année 2017, pour l'année dernière 2017. Au niveau des perspectives de 2018, on espère que les réformes au niveau du secteur économique et aussi une stabilité de l'environnement social, parce que ça compte aussi. L'année dernière, on a subi des revendications qui ont quand même éprouvé l'économie ivoirienne. Ça ne se passera pas pour que l'économie puisse être dynamique comme en 2017. On retient aussi que l'économie ivoirienne reste vulnérable aux chocs macroéconomiques négatifs liés aux IDE, aux investissements directs étrangers et aux exportations. L'économie africaine est estimée à 3,6% en 2017 selon la BAD. La BAD soutient que les économies africaines, les économies des pays africains sont résilientes. Alors, selon vous, qu'est-ce qui fait que l'économie africaine, encore depuis 15 à 10 ans, continue d'avoir des performances quand même intéressantes?
Vous savez, moi, je vais peut-être ne pas être d'accord avec beaucoup de personnes, mais je ne partage pas forcément cet avis sur la résilience des pays africains. Je pense que les pays africains, dans leur ensemble, sont complètement différents les uns des autres. Moi, j'aime bien quand on analyse, et la BAD d'ailleurs le fait très bien, c'est vrai que là, c'est... Par région? Voilà, quand on fournit des analyses par région, parce qu'effectivement, les régions sont complètement différentes les unes des autres. Et c'est vrai qu'en 2016, le continent africain économiquement se portait pas très bien. On a connu les performances en 2016 les moins bonnes sur la décennie passée en termes de performance économique. Et ça uniquement. Uniquement, c'est une conjonction de plusieurs situations, dont la situation sud-africaine qui était vraiment au plus bas, la situation angolaise pour des questions de ressources, et la situation d'autres pays aussi, de ressources pétrolières ou même de ressources agricoles, voilà, par exemple. Pour moi, l'Afrique n'est pas un continent qui économiquement est si résilient que ça. Parce qu'effectivement, n'importe quel choc énergétique impacte tout de suite les croissances Les matières premières. Les matières premières, par exemple. Et on le voit. Les économies locales, pour moi, ne sont pas suffisamment diversifiées pour limiter les chocs extérieurs. Donc pour moi, c'est le signe que les économies africaines ne sont pas si résilientes que ça. Aujourd'hui, effectivement, la croissance repart un petit peu, mais forcément, on est très bas. Donc, quand on est un pays à revenus intermédiaires ou à revenus très bas, on a vocation forcément à faire de plus forte croissance que l'extérieur. Pour que ça impacte... Voilà, aux États-Unis, aujourd'hui, ils sont à 2, je ne sais plus combien de pourcents, enfin, de croissance. Pour eux, c'est une bonne croissance. C'est une économie qui est saturée. Dans une économie qui n'est pas saturée, qui n'est pas diversifiée, quand vous faites 3,6, ce n'est pas assez, parce que ça ne permet même pas justement de s'assurer que la croissance est redistributive derrière. Donc forcément, pour moi, ce ne sont pas des signes de résilience. Maintenant, c'est vrai que quand on fait des analyses régionales, voire pays par pays, effectivement, il y a certains pays qui font preuve d'un certain niveau de résilience, dont par exemple l'Éthiopie, dont on parlait tout à l'heure, qui a quand même un bon historique d'une bonne quinzaine d'années derrière, avec des croissances très très fortes. Et ça, effectivement, ce sont des signes de résilience. Maintenant, la vraie question, c'est derrière, que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'elle est redistributive ou pas, est-ce qu'elle est redistributive ou pas, ça c'est une autre question. Mais macroéconomiquement, ce sont des pays qui ont une capacité de résilience quand même importante. Et c'est aussi le cas de la Côte d'Ivoire depuis un certain nombre d'années. On constate, Jacques Aubry, que la dynamique de l'économie de certains pays africains est liée aussi à l'environnement politique. Oui, mais dans beaucoup de pays africains, mis à part certains où véritablement je peux dire, on a enclenché véritablement la tendance démocratique de façon vraiment apaisée. À part cela, vous voyez que l'Afrique encore reste sujette encore à beaucoup d'incertitudes politiques. Voilà. Mais pour revenir à ce que Karis disait, c'est que véritablement aujourd'hui, le problème de l'Afrique, c'est la diversification de son économie en fait. Parce que nous avons des économies qui restent, pour beaucoup, encore dépendantes des matières premières. Et les matières premières, jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas, en fait, nous ne mettons pas le marché international, donc forcément nous restons encore sujets à certains chocs exogènes. Voilà. Donc aujourd'hui, la diversification de l'économie africaine est, je peux dire, la question la plus importante, la plus essentielle. Mais comment y arriver? Voilà, je pense que la BAD même a donné quelques pistes en parlant dans un premier temps, financement des infrastructures, de financer beaucoup l'agriculture tout en s'orientant vers l'agro-transformation. L'industrie. Et également aussi de créer des cadres financiers beaucoup plus adaptés pour permettre aussi à la jeunesse de pouvoir entreprendre tout ça. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de pistes de solutions à explorer. Voilà, mais le continent n'est pas aussi résilient, en fait, qu'on le dit. Même si aujourd'hui, quand vous regardez, il y a de l'espoir en termes de réformes, parce qu'il y a beaucoup de pays qui ont commencé à enclencher des réformes, comme je vous ai parlé de l'Éthiopie, pas l'Éthiopie, le Kenya, le Rwanda. Il y a beaucoup de pays qui sont dans une bonne dynamique de réformes, même ici. Bon, on parle de la Côte d'Ivoire, il y a le Togo tout à côté qui commence à faire des efforts, il y a le Sénégal également. En Afrique du Nord, ça commence à bouger, il y a l'Égypte qui avait connu, une crise économique, mais qui est en train de renouer avec, à la suite de réformes qui ont été renouer avec la croissance. Donc, je pense qu'il y a de l'espoir, mais il faut que nous puissions véritablement orienter les choses
vers la diversification de l'économie. Youssouf Kadouz, la BAD aussi parle du dynamisme des marchés de capitaux. Nos bourses, hein, nos places financières, nos marchés financiers deviennent de plus en plus dynamiques. C'est vrai qu'elles n'ont pas la hauteur, elles n'ont pas le statut des temps du capitalisme qu'on voit un peu dans l'Occident, mais il y a quand même... Oui, il y a des choses qui se font quand on regarde surtout à l'échelle UEMOA par exemple. Moi, j'aime bien cet exemple parce que bon, déjà on y est et puis il est quand même assez flagrant. En termes de performance, c'est vrai, bon, ça c'est la vie de la bourse. Il y a des moments où ça monte, il y a des moments où ça descend, c'est la vie de la bourse. Tous les financiers vous diront que c'est normal. Ce qui est intéressant, c'est que je trouve qu'on a enfin compris que les introductions en bourse servent véritablement l'ensemble des acteurs de l'économie, que ce soit les entreprises qui s'y introduisent ou que ce soit les petits porteurs qui ont volonté à faire du micro-investissement entre guillemets. Tout le monde est content quand il y a une nouvelle introduction en bourse et on le voit, les chiffres le démontrent. Quand on regarde l'histoire de la bourse depuis sa création, de la BRVM par exemple, l'ensemble des introductions en bourse qu'il y a eu sur ne serait-ce que les 3 dernières années, pour moi c'est quelque chose de complètement historique. La BRVM est en train de, aujourd'hui, complètement transformer son action, complètement transformer le capital investissement, même si, c'est vrai, je le disais tout à l'heure, on ne va pas encore jusqu'au bout, pour des questions réglementaires. La BRVM n'est pas forcément le responsable des questions réglementaires, mais moi, je trouve que notre bourse, à l'échelle UEMOA, joue très très bien son rôle et se développe à une allure qui est impressionnante. Oui, Jacob, oui. Au niveau des bourses africaines, quand vous regardez le classement des bourses africaines, vous faites une corrélation avec le dynamisme des économies en fait. Quand vous voyez la bourse de Johannesburg, la bourse du Caire, voilà, et vous voyez véritablement qu'il y a une certaine corrélation entre la bourse et puis le dynamisme des économies. Je pense qu'au niveau de l'UEMOA, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'introductions, mais je pense que pour 8 pays, on aurait pu faire mieux en fait. Voilà. Parce que, comme Karis l'a dit, il y a un impact qui est important sur l'économie. Pourquoi? Parce que d'abord, ça permet vraiment de capter et de mobiliser l'épargne, ça permet de se financer en local, mais ça permet d'avoir des entreprises beaucoup plus performantes en fait, et mieux gérer tout ça. Et je peux dire, ce postulat de transparence qu'il y a au niveau de la bourse peut également aussi impacter au niveau des États, en termes de levée ou bien de mobilisation des ressources fiscales. Voilà. Donc je pense qu'aujourd'hui, comme on le voit sur certaines places financières, on voit le dynamisme de l'économie qui se répercute sur certaines places financières, il est important qu'au niveau de l'UEMOA, il y ait une véritable prise de conscience et une plus grande volonté politique d'aller vers un marché qui soit beaucoup plus dynamique. C'est vrai qu'il y a de la performance, mais il faut qu'on y aille plus. Je pense que pour 8 pays, 44 sur tes côtés, pour moi, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Et puis vous voyez aujourd'hui, on a des États qui veulent lever beaucoup de capitaux sur le marché, mais c'est coincé. Le marché n'est pas aussi profond que cela. Je pense que si nous augmentons le nombre d'acteurs qu'il y a sur le marché, je pense que ça fait bouger les choses. Sur ce point, je pense que la Côte d'Ivoire a devancé, parce que la Côte d'Ivoire a fait, au niveau des privatisations, il y a eu Société Ivoirienne de banque qui est rentrée, il y a eu Sucre Ivoire, il y a eu plusieurs entreprises, mais je pense qu'au niveau des autres États, il faut qu'on fasse beaucoup plus d'efforts. Mais également aussi en termes d'incitation fiscale. Moi je le dis toujours, on ne peut pas mettre sur le même pied d'égalité une entreprise qui est cotée en bourse, se soumet aux règles de transparence du marché, avec une entreprise qui n'est pas cotée et qui gère une totale opacité. C'est pas le sujet du jour, j'ai compris. On va terminer par cette question que je vais vous poser à vous deux, bien évidemment. L'Afrique, comme on le dit habituellement, est un continent d'espoir. Les jeunes quittent le continent pour d'autres horizons, pour trouver l'Eldorado ailleurs. Alors, que dites-vous à ces jeunes-là qui entendent à travers nos lucas, nos émissions, qu'il y a de la croissance en Afrique? Comment peuvent-ils bénéficier de cette croissance-là quand peut-être, on le dit souvent, l'État ne distribue pas comme il faut? Comment ces jeunes peuvent faire pour bénéficier, capter cette croissance? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Et je pense que la capacité de parler aujourd'hui aux jeunes qui quittent le continent par des moyens pas du tout recommandables, qui se noient en mer, etc., moi, je ne sais pas. Je ne sais pas le faire parce que je ne comprends pas. Très sincèrement, je parle en toute franchise.
je ne comprends pas. C'est-à-dire que je me suis longtemps posé la question, je l'ai posée dans mon entourage, je l'ai posée... je pense qu'on a tous quelqu'un dans nos familles qui fait cette expérience-là déjà. Récemment, moi j'ai appris des drames dans ma famille, dans ma propre famille. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment aujourd'hui des jeunes Africains ont la capacité de mobiliser des millions de francs CFA, des milliers d'euros pour traverser la mer au péril de leur vie et non pas la volonté de l'initiative entrepreneuriale dans la région où ils vivent. Aujourd'hui, je ne comprends pas. Parce que pour moi, quand je regarde l'environnement dans lequel on vit, très sincèrement, il y a des opportunités. Il y a des opportunités à celui qui a envie de travailler, pour celui qui a envie de travailler. Il y a des opportunités pour celui qui a envie de se battre. Et aujourd'hui, moi, je ne suis pas pour ceux qui disent que quand on n'est pas issu de telle famille ou quand on n'a pas eu accès à telle facilité, on n'a aucune solution pour se développer. Très sincèrement, ce n'est pas le cas. Quand on a la volonté, quand on est sérieux dans ce qu'on fait et qu'on y met de l'effort, de l'éthique, il y a tout en fait pour vivre chez nous. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les jeunes Africains sont omnibulés par l'extérieur jusqu'au péril de leur vie. Aujourd'hui, je ne le comprends pas. Moi, le seul message que je peux transmettre aujourd'hui, c'est de dire aux jeunes, soyez rationnels. Ne soyez pas dans le rêve, ne soyez pas dans le paraître, soyez rationnels. Qu'est-ce que ça va vous apporter concrètement de traverser la mer au péril de votre vie? Et ça, c'est une vraie Par le question. travail, on peut s'en sortir, il y a des opportunités. Bien sûr, bien sûr. Je veux dire, l'immigrant illégal moyen en Europe, qu'est-ce qu'il gagne en réalité? Il est payé au noir, il est payé en dessous des minimaux sociaux européens. Il va toucher il faut le dire aux jeunes, il va toucher entre 200, 300 euros à maximum 600, 800 euros le mois. Bon, voilà, c'est des sommes. Si vous avez 10 000 euros à dépenser pour traverser la mer au péril de votre vie, moi j'estime que vous avez les moyens de gagner beaucoup plus que ça. Et c'est pour ça que je ne comprends pas en réalité. Jacques Aubry. Moi, je suis inquiet de cette capacité qu'on a à pouvoir traverser. Moi, je pense que vraiment, si les jeunes veulent, je peux dire cet exode de jeunes vers l'Europe est dû en fait en grande partie à peut-être à un désespoir qu'il y a. Mais ce désespoir-là qui est à un niveau tel que on est capable d'aller braver un danger tel que traverser la Méditerranée, vraiment, je suis inquiet. Mais moi, je pense qu'il y a deux messages à formuler. Le premier message, c'est à l'endroit des jeunes. C'est, si on a, comme Takawi a dit, si on a les moyens de mobiliser autant d'argent pour aller en Europe, il faut que nous commencions à réfléchir à ce que nous pouvons faire sur place. Voilà. Mais également, je pense que si on estime que c'est parce qu'ici, en Europe, il y a une meilleure qualité de vie et qu'ici, c'est beaucoup plus compliqué, on a beaucoup de justice. Mais il n'y a pas personne dans la place des Africains de pouvoir mettre la pression sur les dirigeants pour qu'ils fassent mieux le travail. Je pense que si nous nous levons et nous allons mourir tous dans la Méditerranée, je pense que c'est une fuite en avant. C'est une fuite en avant parce que c'est le moment pour la jeunesse africaine de mieux jouer son rôle au niveau du contrôle de l'action des autorités, des pouvoirs publics africains. Parce que c'est très important. Maintenant, je pense que ça interpelle également les pouvoirs publics pour mieux travailler. Voilà. Ça interpelle qui ont aussi une grande part de responsabilité. Forcément. Voilà, qui interpelle à la bonne gouvernance. Voilà. Il faut qu'il y ait moins de corruption. On soit beaucoup plus porté vers l'intérêt général, ce qui manque véritablement en Afrique. Voilà, je pense que l'un et l'autre... Que les jeunes aient à l'idée qu'ils peuvent aussi avoir de la chance comme tout le monde, égalité des chances. Voilà, mais ça, en fait, c'est l'un et l'autre. Hein. Je pense que quand on a des pouvoirs qui mettent en exergue, qui appliquent des règles de bonne gouvernance et qui privilégient l'intérêt général, et on a une population qui participe activement, de façon objective, au jeu politique, je pense que l'un et l'autre va faire avancer là-dessus. De façon objective. Sans tribalisme, sans clanisme. Ok. Alors merci à mes deux invités d'avoir échangé avec nous. Je rappelle que nous avons
aujourd'hui parler de l'économie ivoirienne, bilan 2017, perspective 2018 également au niveau de l'économie africaine. On retient qu'au niveau de la Côte d'Ivoire comme au niveau de l'Afrique, il y a de la croissance. Le message est lancé aux jeunes, il y a de la croissance dans notre pays, il y a de la croissance dans notre continent. Il faut saisir les opportunités il y en a. Le travail amène aux opportunités. Merci de nous avoir suivis. Nous étions avec Youssouf Karius, il est président directeur général de Plusa Partners, un fonds d'investissement. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Nous étions aussi avec Jacques Aubry, journaliste à l'agence Ecofin. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On espère vous voir pour d'autres émissions. Voilà, quant à vous, téléspectateurs, on se retrouve pour d'autres émissions de Perspectives Afrique. Succès, bonne suite de programme sur Business 24.